Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui vidéo livresque je vais revenir sur mes 3 lectures que j'ai réalisées durant le mois de mars. Je commence déjà avec un livre dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, sur un live que vous pouvez vous retrouver en replay sur la chaîne. C'était un live sur les éditions Gulfstream où j'avais reçu 3 auteurs des éditions Gulfstream, dont Virginie Salobir, donc, qui a écrit L'Ordre du Cygne, donc voilà le premier tome, Les Chevaliers de Camelot. Il y avait également Ellie Green de Steam Sailor et Jean-Luc Marcastel, dont je parviendrai plus tard aussi dans cette vidéo, qui était donc dans ce live où on a pu parler un petit peu de leurs livres respectifs, de leur manière d'écrire. Donc je vous invite fortement à retourner voir ce live qui est très riche en informations. Et là dans cette vidéo, donc, je voulais donc revenir un petit peu sur ce tome 1 de l'Ordre du Cygne, de ce que j'en ai pensé. Donc déjà avant de dire mon avis, je vais revenir un petit peu sur l'histoire donc de l'Ordre du Cygne. Donc déjà on peut voir que encore une fois aux éditions Gulfstream on a droit à un magnifique livre vraiment extrêmement bien travaillé. Vraiment c'est vraiment de toute beauté même à l'intérieur. On a même au début, ce qui aide beaucoup à la lecture, on a un listing des personnages en fonction des différents personnages des différents royaumes. Et ça aide à la compréhension parce que c'est vrai que le début du roman il y a beaucoup de personnages, ça peut faire peur. Mais ça passe quand même extrêmement bien. On arrive vraiment très vite à comprendre quels vont être les personnages principaux dans lesquels il faut suivre. Et on arrive vite à comprendre un petit peu les enjeux. Donc voilà, ça peut faire peur au début, mais il ne faut pas d'inquiétude. Une fois passé les premiers chapitres, on rentre vraiment très vite dans l'univers, dans ce royaume qu'a développé Virginie Salobir dans ce roman. Donc différents royaumes. Et on comprend bien qu'il y a deux royaumes qui vont se faire la guerre, qu'on a plutôt un royaume qui est plutôt méchant, dirigé par un sorcier maléfique. Donc ensuite le royaume des lacs d'argent. Et à travers ce royaume, en fait, on va surtout suivre donc cette nouvelle ordre du cygne, qui est donc un regroupement de chevaliers et de leurs écuyers, qui partent en quête pour essayer de rallier un autre royaume à leur cause, pour faire face donc à ce royaume maléfique dirigé par ce sorcier maléfique. Donc ils vont être en quête de chercher ses alliés. Et on va surtout suivre en fait donc dans ce premier tome un petit peu cette quête un peu initiatique de ces différents chevaliers et de leurs écuyers. Ils sont tous très jeunes et c'est des nouveaux chevaliers. Les anciens ont été vaincus lors d'une grosse bataille. Et donc là on suit ces nouveaux chevaliers en formation avec également leurs écuyers qui sont des jeunes gens de 13 ans environ. On a des gars, des filles. Et donc on a un petit peu toute cette vie de communauté qu'il va y avoir entre les différents personnages et leurs différentes personnalités. Et donc ils vont leur arriver différentes petites aventures, différentes péripéties à travers leur périple pour rejoindre ce royaume, pour chercher cette alliance. À côté de ça, on découvre un petit peu plus aussi, on suit ce sorcier maléfique Menfet pour savoir un petit peu lui ce qui manigance, quel sombre plan en fait il va mettre pour essayer d'empêcher l'ordre du cygne d'arriver à bien de sa quête. On découvre un petit peu donc voilà les différents personnages des différents royaumes, leur rôle. On sent qu'il y a peut-être des complots qui se mettent derrière. Il y a également un drôle de bébé qui va être découvert par l'ordre du cygne, qui va se retrouver être l'enfant en fait du sorcier maléfique qu'il aurait eu avec sa serviteur. Mais on peut comprendre que c'est une sorte de viol. Donc c'est un enfant mais qui a déjà des pouvoirs également. Donc il les contrôle difficilement. Donc on pense qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui peut être développé autour de ça. Mais ça je pense que ça sera plutôt dans les autres tomes. Là c'est vraiment centré sur le côté personnalité des personnages, sur les liens qu'ils ont avec eux, le côté finalement manque d'expérience qui va leur provoquer de faire des erreurs ou des erreurs d'appréciation, de manière aussi de communiquer, de parler. On voit à travers tout ça leur manière qu'ils vont évoluer, qu'ils vont réussir à se construire finalement pour réussir à devenir de bons chevaliers, également de bons écuyers. Voilà, ils sont tous très jeunes, ils sont tous là pour apprendre et ils vont tous faire des erreurs. Donc on est vraiment en fait dans un premier tome vraiment très introductif, très explicatif sur les relations entre les différents personnages et leur évolution, et peut-être sur des parts sombres qui vont peut-être apparaître chez certains personnages aussi. Donc ça lance beaucoup de pistes. Je trouve que voilà, on ne peut pas juger de toute façon un tome, c'est une trilogie, on ne peut pas juger cette saga que sur ce premier tome. Moi je trouve que c'est extrêmement bien écrit. On est vraiment plongé dans l'univers. J'aime bien les petites touches de fantastique qui sont mises dans cet univers très roi Arthur, les chevaliers de Camelot, etc. On est vraiment dans cette ambiance-là, avec un petit peu plus de touches de fantastique et de fantasy. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées. Moi je suis très curieux de lire la suite, voir sur quelle direction ça va partir. On ne s'ennuie pas, on s'attache vraiment très vite aux différents personnages. Moi j'ai trouvé que c'était un premier tome extrêmement concluant.
et avoir la suite, quoi, qui va vraiment donner si effectivement cette saga est vraiment intéressante jusqu'au bout, ou si les pistes que je peux imaginer qui va être développées seront pas forcément celles que j'aurais voulu. Enfin voilà, tout plein de choses. Ce tome 1 lance plein de pistes, il y a plein de possibilités, on peut aller dans plein de directions, donc je suis très curieux de savoir vers où Virginie Saloubière va nous entraîner dans la suite des aventures de cet ordre du cygne. J'enchaîne avec ma deuxième lecture avec Un chien d'enfer de Maxime Herbeau. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous savez que Maxime Herbeau est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'avais eu un énorme coup de cœur l'année dernière pour son roman Agravel aux éditions SMTO. Là, on est chez Crainte Chimère. C'est son nouveau roman, Un chien d'enfer. Et, euh, et donc, on est plongé sur Félix, qui est un jeune homme qui va perdre sa femme lors d'un accident de voiture et qui va se réveiller à l'hôpital après l'accident avec un chien. On ne sait pas d'où sort ce chien, mais visiblement voilà, il va rester avec ce chien, ça va lui faire une présence malgré voilà, ce deuil qu'il vit. Il sent toute sa vie qui s'effondre, il a du mal à retrouver ses marques. On a vraiment toute une première partie de roman extrêmement bien écrit encore une fois. Maxime Herbeau encore une fois montre sa plume, montre qu'il sait extrêmement bien écrire en fait la personnalité des personnages sur leur vécu. Il a des phrases vraiment extrêmement puissantes sur des choses, des vérités vraies de ce qu'on peut vivre nous-mêmes au quotidien et forcément qui nous touchent et qui nous impactent encore plus et qui nous sensibilisent encore plus et qui nous fait encore plus au fait s'identifier aux personnages parce que vraiment toute la description en fait de la nouvelle vie en fait de Félix sans sa femme où il va forcément avoir les souvenirs etc c'est extrêmement touchant. Moi j'ai vraiment eu beaucoup d'attaches, j'ai réussi vraiment à comprendre en fait toute la problématique en fait de Félix et après au-delà de ça il y a ce mystère qui va s'entourer autour de ce chien qu'on comprend bien qu'il n'est pas normal. Donc il y a quelque chose d'un petit peu pesant, une atmosphère un peu pesante qui va commencer à s'installer. Et Félix va entraîner des décisions qui vont l'entraîner vraiment dans une spirale positif, négatif. On ne sait pas vraiment. Donc voilà, c'est un choix qu'il va faire avec ce chien au pouvoir assez étrange. Et qui est-il réellement? Voilà, c'est toute la problématique en fait, de ce roman, de savoir finalement qui est vraiment ce chien. Et à la place, il y a quand même toute une signification sur la vie, qu'est-ce que c'est que la vie, et quel choix est bon à faire ou non, et comment peut-être surmonter les deuils. Il y a toute une problématique par rapport à ça, et c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, Maxime Herbeau étoffe son récit à travers deux autres petites histoires, deux autres péripéties, mais qui font écho au récit principal. On a un sketch avec un petit peu à la cartoon, il raconte vraiment comme si on voyait un dessin animé entre un chien et un chat, un petit peu à la Tom et Jerry. Et c'est extrêmement bien écrit, ça apporte une petite touche d'humour, c'est extrêmement bien amené. Les différents épisodes de cette série, c'est extrêmement bien construit. Surtout le dernier, j'ai bien aimé le dernier jusqu'où il va. C'est voilà, c'est vraiment un gros délire, mais je trouve que c'est bien pensé, bien écrit, et ça rajoute quelque chose au roman. Et puis on a également une péripétie autour du personnage de Don Juan, donc ce personnage de théâtre, séducteur, qui donc meurt, et on a une sorte de suite de Don Juan, de qu'est-ce qui devient après la pièce de théâtre quand il meurt. Et c'est plutôt intéressant parce que là aussi on a un écho un petit peu de ce que c'est que la vie après la mort, etc. Qui fait également un écho bien évidemment avec le récit principal de Félix et du décès de sa femme. Donc vraiment un roman, j'ai envie de dire, qui change de ce que je peux lire, qui est extrêmement bien écrit. Encore une fois, voilà, la plume de Maxime Herbeau est toujours fatale. Il y a vraiment des phrases percutantes. Et voilà, on est sur un esprit un petit peu, je trouve, tranche de vie, qui nous fait poser des questions sur pas mal de thématiques sur la vie. C'était extrêmement intéressant à lire et ça changeait. J'ai passé un bon moment de lecture sur ce livre. Et je finis ce bilan livresque du mois de mars avec le deuxième tome de l'agence Lovecraft, donc le livre de Déesse de la mort de Jean-Luc Marcastel, que j'avais donc également dans le live Gulfstream que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Il s'agit donc du deuxième tome, là encore on a une pépite au niveau travail sur le bouquin, c'est magnifique. J'ai même eu la chance d'avoir une dédicace de Jean-Luc Marcastel sur ce livre. Donc on retrouve, c'est la suite donc, du tome 1. Pour pas spoiler le livre, même l'histoire, voilà, ces différents personnages qui ont des dons, qui ont des capacités, qui vont être réunis, ce sont que des enfants, qui vont être réunis au sein d'une agence, l'agence Lovecraft, qui elle lutte contre une terrible organisation qui voudrait ramener Cthulhu à la vie et qui détruirait le monde. Et donc voilà, on a cette quête dans ce deuxième tome pour empêcher, enfin savoir où Cthulhu pourrait revenir à la vie. Et voilà, c'est encore une fois, on est sur la même veine que le premier tome, c'est extrêmement dense. C'est extrêmement rapide, il y a beaucoup d'action,
Il n'y a pas une minute de temps mort, il y a beaucoup de péripéties, c'est très rapide. On ne s'ennuie pas. C'est vraiment très très haletant. On enchaîne les choses au fur et à mesure. Il n'y a pas de temps mort, comme je dis. C'est vraiment quelque chose un petit peu à la côté thriller où il y a toujours de l'action. Voilà, on sent qu'il y a une course contre la montre et c'est vraiment le roman est vraiment là-dedans. On a un univers qui est vraiment extrêmement accrocheur et, et intéressant. On retrouve voilà tout cet univers Lovecraftien, mais également un petit peu du côté Jules Verne, avec un côté aussi un petit peu steampunk, etc. Donc tout cet univers, forcément, c'est du folklore de la littérature qui nous plaît et qui nous happe encore plus dans cet univers. Les relations entre les différents personnages, ils ont des problématiques aussi qui sont plutôt bien travaillées. On sent avec ce personnage qui est limite un androïde, qui peut plus forcément ressentir les choses. On sent qu'il y a toute une problématique par rapport à ça finalement, et c'est extrêmement bien développé. Donc malgré que ça soit très dans la péripétie, dans les actions, on a aussi un développement des personnages, de leur sensibilité, de ce qu'ils peuvent ressentir, donc c'est aussi très bien. Et j'aime beaucoup aussi les différents pouvoirs qu'il a développés chez chacun de ses personnages, parce que je trouve que c'est extrêmement bien pensé. Ça change de ce qu'on peut voir. Il y a comme une connexion à chaque fois avec l'univers Lovecraft dans ses pouvoirs, donc c'est extrêmement bien pensé, c'est extrêmement bien construit. Donc moi j'ai passé un très bon moment de lecture sur son tome 2. J'ai même envie de dire, voilà, j'ai mieux aimé que le 1 parce que le 1 est vraiment très court, il faisait 170 pages. J'étais resté un petit peu sur ma faim, j'en voulais plus. Là, on m'en donne un petit peu plus, donc ça me contente un peu plus. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'est simple et efficace, en fait, j'ai envie de dire. C'est la recette miracle. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, ça marche et on passe un très bon moment de lecture. On ne s'ennuie pas. J'ai envie de dire, c'est du très 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 bon jeunesse. Donc voilà pour mes 3 lectures du mois de mars. Si vous avez un petit commentaire à dire par rapport à ces lectures, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt!